cherche à nous faire échapper à cette recherche un peu névrotique du sens de la vie, comme s'il s'agissait d'un trésor caché, comme s'il s'agissait de la possibilité d'une révélation, comme si un matin on allait se réveiller en disant voilà, j'ai compris le sens. Je ne crois pas. Et en plus, dans le sens, il y aurait quelque chose de l'ordre de l'universel. Je ne crois pas que ce qu'il faut appeler sens soit la même chose, évidemment, pour tout le monde. Il n'y a pas d'universalisme possible du sens. Mais il y a dans cette circulation entre les pôles de la sensation, de la signification et de l'orientation, chez chaque individu, l'émergence de ce qui peut faire sens et de façon un peu plus modeste, beaucoup plus ouverte aussi. J'ai préféré parler d'un sens à la vie plutôt que du sens de la vie. Le sens est un terme qui peut paraître consensuel, qui met tout le monde d'accord. On dit ah, il faut du sens à la vie, il faut du sens dans mon travail, tout cela est important. Et sur le burn-out, combien de fois est-ce que je n'ai pas entendu ou dit moi-même que ce qui était important, c'était le sens du travail. On n'est pas tout à fait dupe et on sait bien que derrière le paravent de ce terme, il y a un champ de force, il y a des conflits aussi, il y a des interprétations différentes et toute la démarche a été de savoir d'abord pourquoi le terme était particulièrement souvent utilisé aujourd'hui, premièrement, et deuxièmement, comment construire, c'est toujours ça, comment construire une philosophie autour de cette question du sens, qui ne soit pas du tout une philosophie dogmatique qui dise le sens, c'est ceci ou c'est cela, j'y crois pas. D'ailleurs, je crois que le sens de la vie est juste une plaisanterie, mais que cherche-t-on en cherchant du sens? Que cherche-t-on en prononçant le terme dans un contexte professionnel, relationnel ou autre? Je pense que quand tout va bien, le sens et le bonheur peuvent s'épauler, presque s'épouser et se conforter l'un l'autre. Mais dans la recherche de bonheur, telle qu'on en a hérité des années 80, des années, jusqu'aux années 2000 environ, il y a quelque chose d'assez personnel, d'individuel, et qui passait très souvent tout de même par un individualiste consumériste. Le bonheur, c'est d'être comblé personnellement par toute une série de biens, même si cette conception-là du bonheur reste agissante et a évidemment énormément de bons côtés. On voit bien que la pensée de l'individualisme consumériste a vraiment atteint ses limites parce que les impacts de nos consommations et de nos comportements sur la planète, sur les autres, sont beaucoup plus visibles et qu'une concordance entre nos actes et le devenir du système est aussi recherchée. Une philosophie digne de ce nom aujourd'hui est évidemment une philosophie systémique où ce sont les types de relations entre l'individu et le système dans lequel il se développe et le futur du système aussi qui sont pris en compte. Il m'a semblé que voir le sens comme une des questions clés d'aujourd'hui, plutôt que le bonheur, pouvait permettre de construire une philosophie plus large qu'une seule simple philosophie de l'individu. Le surconscient est une notion phare de cette réflexion, parce que je pense que la santé mentale est à réinventer. En tout cas, nous ne sommes pas suffisamment équipés pour penser les mutations de la santé mentale, les mutations contemporaines, sous le coup du numérique. Je vois les choses comme ceci. Il y a les circuits de sens, entre sensation, signification, orientation dans laquelle nous circulons. Traditionnellement, pour la psychologie occidentale, ces circuits de sens sont branchés sur l'inconscient freudien, qui les alimente en désir, en pulsion, et où sont aussi toute une série d'affects et de contenus forts venus de l'enfance ou venus de l'inconscient collectif. Je pense que nous sommes de moins en moins connectés
est branché, pour ainsi dire, à notre inconscient. Parce que nous sommes beaucoup moins des êtres de la méditation, des êtres qui finalement nous laissons aller à une vie intime un peu plus profonde, qui peut être aussi la vie de la rêverie ou la vie de l'association libre. Parce que dès que nous avons un moment libre, évidemment, on prend l'écran, environ 300 fois par jour, 350 fois par jour, et ce faisant, on se branche, non pas à l'inconscient, mais au surconscient. Une sorte d'immense dôme de données, d'informations, dôme algorithmique, dôme de communication évidemment, d'échange en permanence. Et plutôt que d'être dans nos circuits de sens conscient, nous sommes dans le surconscient. Nous y habitons, pour ainsi dire, et il y a quelque chose comme une fusion entre notre conscience et ce surconscient, comme il y en avait une pour le freudisme entre le conscient et l'inconscient. Et la pensée en miroir fonctionne bien entre l'inconscient et le subconscient. Parce que si Freud disait que l'inconscient c'est le ça, moi je pense que le subconscient c'est le là. Et on dit tout le temps quel temps il va faire après-demain, ben, l'information est là. Qu'est-ce qui pense telle personne ou telle autre, l'information est là, il n'y a qu'à regarder là. Et on est tout le temps dans le là. On est vraiment tout le temps dans le là du subconscient. Et plutôt que d'avoir des contenus qui sont des contenus refoulés avec l'inconscient, on a un véritable défoulement des données, des vidéos dans ce surconscient-là. Il faut pousser l'analogie encore plus loin et se dire que si les grandes écoles, d'abord de la psychanalyse et plus généralement de la psychologie contemporaine, ont vu qu'entre conscient et inconscient, les choses pouvaient bien se passer, souvent, même heureusement, mais ont vu également qu'il pouvait y avoir des conflits entre le conscient et l'inconscient, qui étaient leur sujet, et qu'il fallait un mot pour nommer ces conflits-là, et que ces mots ont été les mots de névrose et de psychose. Et bien de la même manière, si entre le conscient et le surconscient les relations peuvent souvent très bien se passer, il peut aussi y avoir toute une série de clashs, de conflits. Et ces conflits-là, ces clashs, je les appelle des digitoses. Les digitoses, c'est véritablement le branchement au monde digital numérique qui pose question. Il me semble par exemple que le burn-out, la question du burn-out, c'est clairement une digitose. C'est clairement une digitose. Ce que je veux dire d'abord, c'est que les outils traditionnels de la psychanalyse, et la convocation de l'inconscient, par exemple, sont tout à fait inopérants pour soulager quelqu'un en burn-out. Lui parler de ses rapports avec sa mère, avec son père, de sa petite enfance, à mon sens, ça va plutôt ajouter un problème dans le problème, plutôt que de prendre en compte ce qui est souvent un impact d'un travail de plus en plus fragmenté par le numérique, ou de contradictions entre toute une série d'ordres, ou de cadences de travail qui sont devenues trop importantes, ou de sentiments de perte de son action dans un système qui est extrêmement vaste. Digitose de scission très clairement. De même, l'éco-anxiété, une autre catégorie importante de la santé mentale aujourd'hui, on ne peut pas en traiter avec les catégories de la névrose ou de la psychose. Par contre, dire qu'il s'agit d'une digitose d'avenir liée à la connaissance toute nouvelle que le numérique nous donne du futur et donc de l'évolution de la planète, parce que le futur a changé évidemment, le futur est opaque par définition pour l'humanité, mais on modélise de mieux en mieux l'évolution d'un glacier par exemple. Et face à tel glacier, je peux prendre une application qui va me dire en 2038, ce glacier aura tout à fait fondu, ou 2036, ou 2042, et on a une masse de données sur les évolutions possibles de l'environnement. Le rapport du GIEC, c'est ça, finalement. Ce sont des prospectives qui nourrissent cette éco-anxiété, qui est aussi donc liée au type de connaissances et d'accès numérique que nous pouvons avoir à des connaissances sur le futur.
Et il me semble que cette notion, elle est nécessaire pour repenser aujourd'hui la santé mentale. Le monde a muté énormément, nos psychés aussi, mais donc nos discours sur la psyché doivent se transformer. Sur ces écrans se déploient des intelligences artificielles qui sont, et c'est unique dans l'histoire de l'humanité, des dispositifs capables de générer du sens. Les générateurs de sens par excellence, ce sont les humains. Et ça a toujours été les humains. Et les humains se sont dit qu'ils avaient le monopole de la génération de sens et de génération du langage. Je dis ça a toujours été, non. Il y a eu une instance encore plus importante, plus transcendante que les humains, c'est Dieu conçu comme générateur de sens. Au commencement était le Verbe, et du Verbe naquit toute chose. C'est quand même bien dire qu'il y a un sens qui est un sens divin duquel le monde, d'après ses croyances traditionnelles religieuses, émane. Ceci pour dire que les humains et leur modèle tutélaire, pour ainsi dire, sont traditionnellement les dépositaires et les constructeurs du sens. On a construit depuis 20 ans, 30 ans, des dispositifs d'intelligence artificielle qui sont capables de générer des textes sensés et qui imitent, qui parodient extrêmement bien les productions de sens humaines sur lesquelles on se branche via le surconscient, mais qui créent une blessure narcissique, évidemment, en dépossédant l'humain de son monopole. Je crois que c'est la 4e grande blessure narcissique. On a toujours dit qu'il y en avait 3. Copernic qui dit aux humains « mais votre planète n'est pas au centre du système solaire ». Darwin qui dit aux humains « mais vous qui vous croyez le sommet de la création, le sommet exceptionnel de la création, en réalité vous descendez simplement du singe dont vous êtes une version bipède et ultra évoluée ». Et Freud qui dit « vous croyez seul chez vous, mais finalement la maîtresse de tout humain, c'est cette production inconsciente de désir ». Eh bien, 4e blessure narcissique très claire, les humains ne sont plus les seuls producteurs de sens, ils sont branchés en permanence et ils vont l'être toujours davantage sur des intelligences artificielles dont il ne faut pas être grand clair pour comprendre qu'elles vont se personnaliser. Évidemment, on dit l'intelligence artificielle. Je crois qu'il y aura autant d'intelligence artificielle que d'individus, parce qu'elles seront façonnées par les types de recherche, les types de préoccupations, les modes de pensée. Ce qui est important pour moi n'est pas ce qui est important pour quelqu'un d'autre. Et donc, pour quelqu'un d'autre, l'intelligence artificielle va être couplée de façon plus fine. Il y aura autant d'intelligence artificielle que d'humains. Cela va mener les recherches en santé mentale dans de toutes nouvelles directions. Déjà, certaines personnes font l'expérience de demander à tel dispositif, à tel IA personnel, de les coacher pour la journée qui s'ouvre. Petite question du matin, qu'est-ce que je pourrais faire aujourd'hui d'intéressant pour... Une sorte de surmoi, si on veut. C'est vraiment attendre du surconscient un savoir sur sa propre vie que l'intelligence artificielle pourrait avoir de façon très 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 fine, sachant par exemple combien d'heures a dormi la personne, qui elle a vu les derniers jours, qu'est-ce qu'elle devrait faire, etc. Et donc acceptant ce coaching-là. C'est certain que ça peut se passer bien. Moi ça m'intéresse peu, mais il y a des gens pour qui ça pourra se passer bien, mais il pourra aussi y avoir toute une série de discordances, de clashs, de conflits entre conscient et subconscient. Et à nouveau, là, il faut penser en termes de digitose. On doit commencer par ce qui est à échelle, ce qui est à portée. Mais c'est vrai que l'humain est un être qui traverse des champs d'incohérence ou des champs de conflictualité entre ses valeurs et les valeurs d'un système, et essaye sans cesse de se bricoler, de s'aménager des îlots de cohérence, des îlots où les contradictions seraient moins importantes, jusqu'à
parfois avoir plus que des îlots, mais avoir des sensations de vivre dans un univers profondément sensé, mais toujours fragile évidemment, parce qu'il peut survenir et il survient à tout moment. Pour ainsi dire, si on veut être vigilant à ce qui se passe dans le monde, des, euh, des déflagrations de ces îlots de sens, parce que l'absurde est aussi une production du devenir. On ne peut absolument pas croire qu'il y a des bulles de sens qui seraient pérennes. On est tout le temps là en train de bricoler de la cohérence, aussi dans ses relations, aussi dans ce qu'on fait. On essaie d'aménager quelque chose qui ne soit pas donc juste de l'ordre du bonheur. On ne cherche pas le bonheur pour le bonheur tous les jours, mais on cherche à atténuer un peu la contradiction, ce qui peut rendre heureux, évidemment. Parce qu'on y ménage une place pour l'essentiel. C'est vrai que c'est le sous-titre du livre, Enquête philosophique sur l'essentiel. Ça veut dire qu'on est pris dans les circuits de sens en permanence, mais tout ne se vaut pas dans ces circuits. Et il y a des pôles plus importants que d'autres qui sont des pôles essentiels. Je pense qu'il y a dans la philosophie, dans sa démarche de compréhension, un élément qui s'apparente à du soin et qui donc a une dimension thérapeutique. Il faut prendre soin des idées, prendre soin de ses propres idées. Platon disait, vous devez prendre soin de votre âme. L'âme, c'est pas que du vide, évidemment. Elle est traversée en permanence par nos pensées. Et il s'agit de bien penser ou de penser le moins mal possible. Pascal disait, travaillons donc à bien penser. Voilà le principe de la morale. C'est énorme, hein? Le principe de la morale, c'est de travailler à bien penser. C'est pas faire le bien, c'est bien penser. En parole de philosophe, mais qui veut dire qu'à partir du moment où on a une conception un peu plus juste et lucide de ce qu'il en est du sens, de ce qui nous importe, on peut finalement soigner sa propre existence. Je pense que le pari philosophique est que c'est juste. Le pari philosophique est que la connaissance peut libérer, la connaissance peut permettre d'être tantôt un peu moins triste, tantôt un peu moins déconnecté de ce qui se passe et un peu peut-être meilleur avec tout ce qu'on peut mettre dans cette phrase-là. Le sens comme thérapie de civilisation, oui, parce que les civilisations sont brisées, sont fracturées par de l'absurde en permanence. On est dans une société qui produit énormément de merdique, pour employer le terme qui est le plus adéquat. Sans doute, on est dans une civilisation où les puissances de fracture sont quand même très très nombreuses, où les contradictions sont pléthoriques à cause d'une hyper-complexité. Et donc le sens comme moyen de retisser quelque chose comme des îlots de cohérence a une portée thérapeutique, très très clairement. À un niveau personnel, je pense que d'avoir écrit ce livre, à titre personnel, hein, ça ne m'a pas abîmé. Je ne sais pas si ça m'a rendu fondamentalement différent, mais ça m'a permis d'avoir un peu plus de lucidité sur ces questions-là. Et sans doute que c'est parce qu'on est attentif à ce qui fait sens et ce qui est absurde qu'on produit davantage de choses sensées. C'est pas comme si donc le sens était un trésor et qu'écrire sur le sens c'était ah, enfin j'ai trouvé voilà le coffre magique où est le sens. Non, pas du tout. Mais veiller à nos circuits, veiller aux conjonctions entre ce qu'on perçoit, ce qu'on comprend et ce qu'on devient. C'est une manière de prendre soin du sens. Et puis aussi, et ça c'est peut-être le plus important, de se connecter à quelque chose qui est de l'ordre de l'essentiel. Et de dire finalement, ok, dans tous ces circuits, qu'est-ce qui est le plus important ?